Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Ravat. Bonjour. Bonjour David. Directeur général de Mercialis, foncière cotée sur le SBF 120 milliards d'euros, de ce qu'on appelle le market cap, comme on dit. Vous louez, il faut parler un peu de vous, vous exploitez une cinquantaine de centres commerciaux en France. Si déjà on devait résumer un peu les choses, on commencerait par ça. Et donc vous louez des emplacements, des enseignes. C'est ça le business de Mercialis. Exactement, on est propriétaire d'un patrimoine d'immobilier 3 commercial milliards d'euros. d'un peu plus de 3 milliards d'euros, dont on loue les espaces à nos commerçants dans une vision qui est une vision d'engagement long terme, avec ces partenariats avec ces mêmes commerçants. Essentiellement dans des villes de taille moyenne. Alors effectivement, on a... C'est un parti pris, c'est un choix, c'est un positionnement, c'est historique. Tout à fait, c'est un peu des trois. Historiquement, on a hérité d'un patrimoine qui a été apporté à l'entreprise au moment de sa constitution, qui était principalement situé dans les régions, et on a conforté cet ancrage régional et territorial dans les villes moyennes, dans lesquelles on a cru un peu en amont de la révélation aux Français de leur intérêt pendant la période de Covid. Ouais. C'est aussi le legs aussi du groupe Casino qui a été propriétaire, qui ne l'est plus, qui est sorti définitivement l'an dernier, je crois. Exactement, le groupe Casino n'est plus du tout actionnaire de Mercialis. On a désormais un tour de table très ouvert. Voilà. Et donc vos centres commerciaux, on se dit, mais ils sont tous accolés aux hypermarchés Casino. Non, vous êtes œcuménique. Hein. Alors tout à fait, ça fait une de nos particularités, puisque on avait un ancrage historique qui était principalement avec le groupe Casino, donc des hypermarchés sous les enseignes géants. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui est ancré de manière diversifiée, avec d'autres enseignes alimentaires. Donc on peut retrouver du Leclerc, du Carrefour, de l'Intermarché, ouais. Du Système U aussi. Ouais. Exactement, sur nos sites, tout à fait. D'accord, mais majoritairement encore Casino. Alors encore principalement Casino, mais ça évolue assez fortement. Il y a des territoires comme La Réunion, on est très présent, où par exemple Casino n'est plus du tout présent en ancrage des sites dont on est propriétaire sur place. En moyenne, combien de boutiques par centre commercial ? Bon, ça varie de... Ou c'est un chiffre qui veut rien dire, ou c'est un chiffre qui veut rien dire. On peut qualifier nos centres de sites de taille intermédiaire, autour de 70 boutiques en moyenne, mais ça varie de 20 à 100 boutiques. On n'a jamais des très très gros centres. On est centré autour du 20-80 de la consommation quotidienne, et ça ne nécessite pas d'avoir une ampleur de boutique très très large. Le 20-80, c'est 20% des articles qui font 80% du chiffre d'affaires. Ou 80% de la consommation des Français au quotidien. Donc les produits essentiels. C'est une loi d'air, on la retrouve toujours, cette loi des 80-20. Exactement, la loi de Pareto est très appropriée. La loi de Pareto est très appropriée dans le commerce en général et dans les besoins de consommation des Français. Justement, Vincent Ravat, dans le commerce, comment ça se passe avec cette inflation qui fait mal aux Français, notamment dans l'alimentation, qui dit alimentation, dit centres commerciaux, et dit évidemment les supermarchés, les hypermarchés. Comment se porte l'activité au-delà des hypermarchés, l'activité de vos enseignes, même si vos baux, il y a des revenus, voilà, vous ne le sentirez pas tout de suite, mais voilà, comment ça se passe? Quelles sont les remontées que vous avez du terrain? Alors jusqu'à présent, la consommation se porte correctement. Il y a un décrochage au mois de novembre. C'est ce que j'entends, ça et là. Tout à fait, on peut dire que peut-être ça commence. Nous, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait un décrochage peut-être plus marqué à partir du mois de septembre. Au retour des congés d'été, ça n'a pas du tout été le cas. La consommation a tenu. Ce qu'on voit principalement, en fait, c'est une consommation des Français qui est équivalente en volumétrie, mais qui s'est reportée sur des produits de moindre valeur, de manière à conserver un panier moyen équivalent à celui qui consommait. Là, on parle de l'alimentaire. L'alimentaire, mais aussi sur d'autres catégories de produits. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir tendance à acheter les marques propres plutôt que d'acheter des marques, de manière à, effectivement, avoir la possibilité de remplir ses besoins du quotidien, mais en payant un peu moins cher les articles. Donc il y a quand même un ralentissement de l'activité et un report avec un rééquilibrage. Un rééquilibrage, ouais, c'est ça. Effectivement. Et pour l'instant, au niveau du chiffre d'affaires généré au total, ça semble tenir. Alors, on va voir effectivement comment se termine le mois de novembre. On n'a pas encore les chiffres. Ça sera un test évidemment important. Tout à fait. Enfin, le gros test va être le mois de décembre et la période des fêtes qui est très importante au niveau de la consommation de manière globale et du commerce. Bon, beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure nous avaient dit pendant le Covid que beaucoup d'enseignes allaient quitter les centres commerciaux. Finalement, il n'en a, je dis pas rien été, mais on n'a pas vu grand-chose. Hein. Oui, on nous a parlé de la désaffection des Français et des consommateurs en général pour le commerce physique.
En fait, le consommateur a été contraint pendant la période de Covid à ne pas pouvoir se déplacer. Et après, il a pris ses habitudes. Et après, effectivement, il a repris des habitudes qui finalement n'ont pas changé. Il y a toujours un intérêt fort et une envie forte de consommer physiquement, d'être présent, de voir, de toucher les produits. Il y a aussi un autre phénomène qui est important, c'est que certaines entreprises ont pu pratiquer pendant une période d'abondance monétaire importante des ventes à perte en offrant la livraison des produits. Aujourd'hui, cette abondance monétaire s'est éteinte. Il est de plus en plus difficile, effectivement, de faire vivre ces modèles économiques qui sponsorisent la livraison. La livraison a un coût, il faut l'inclure dans les prix des produits. Et ça devient de plus en plus difficile pour les Français de la payer. Dans les changements d'habitudes de consommation qui tiennent toujours post-Covid, parce qu'on a tous repris un peu nos vieilles habitudes, qu'est-ce qui a changé post-Covid et qui est toujours d'actualité? On va dire que le consommateur est de mieux en mieux préparé à ses achats. Alors ça peut poser problème pour certaines professions. Certains docteurs disent les patients semblent penser qu'ils savent mieux que nous. Le consommateur vient aujourd'hui très très préparé en magasin et sait ce qu'il veut acheter. Et du coup, une des conséquences de ça, c'est qu'on a un peu moins de visites, mais des visites qui sont plus efficaces et plus conséquentes en volumétrie. C'est mieux pour vous? On peut dire que c'est plus efficace. Disons que le consommateur est plus efficace, donc il y a moins d'usage des lieux, on va dire. Peut-être que dans un contexte où effectivement l'énergie et les modalités de fonctionnement sont plus chères, ça peut être intéressant cette rationalisation. Ouais. Vincent Rava, je recevais la patronne de Carmila il y a un mois qui nous disait confirmer ses objectifs de résultats pour 2022. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez Mercialys? Oui, nous avons fait de même au mois de juin et nous avons réitéré en fait cette confirmation au troisième trimestre lors de notre communication financière. Ouais. Donc pour l'instant, pour le moment, l'inflation, en tout cas le ralentissement de l'activité, n'impacte pas vos revenus. On a toujours un petit effet de décalage. Il y a un petit temps de décalage. Voilà, un petit effet de décalage. Donc effectivement, il va falloir voir comment évoluent les choses en fin d'année. Et ça, nous le préciserons dans les communications financières de fin d'année au mois de février. Vous n'êtes pas plus inquiet que ça Et comment ça se passe dans ce moment-là, quand on a des clients qui sont plus en difficulté? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En fait, nous, on est conciliant, Voilà, historiquement, en fait, on a un modèle économique qui est un peu différent de nos pairs dans le secteur de l'immobilier commercial, puisqu'on a un modèle qui est plutôt efficace, je dirais dans certains cas frugal ou sobre, et qui repose sur un commerce accessible à la fois en prix, en termes de choix d'enseigne, et accessible aussi physiquement par le jeu de la proximité. Donc on a des coûts de fonctionnement qui sont relativement faibles. On a fait le choix d'enseignes qui sont adaptés à une période inflationniste. C'était un positionnement historique en anticipant. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un choix d'enseigne de produits qui sont accessibles à tous les Français, sans segmentation par le prix, sans nivellement par le haut. On n'a jamais eu d'aspiration à monter en gamme, à chercher à être segmentant pour aller vers des catégories de produits plus onéreuses. Ouais. On est toujours resté sur l'essentiel basique, ce qui nous a amené aussi, par exemple, à acheter de l'immobilier alimentaire en restant dans ces canons-là. Et d'une certaine manière, on est prêt, avec ce positionnement-là, à adresser la période de difficulté de pouvoir d'achat dans laquelle on est en train de rentrer. D'accord. Donc vous ne pensez pas que ça mettra plus en difficulté que ça vos clients commerçants? Ils vont tous être secoués sur leur modèle économique et on le sera tous. Renchérissement du prix de l'énergie, potentiellement une petite baisse de la consommation, renchérissement des coûts de financement. Maintenant, effectivement, comme je l'ai dit, on a un modèle qui nous semble adapté à la période dans laquelle on est en train de rentrer. Ouais. Juste avant de parler avec Le Figaro, encore une fois, de toutes ces entreprises qui sont au pied du mur de l'énergie, notamment industrielles, grosses consommatrices d'énergie, comment ça se passe pour les centres commerciaux? Alors, de combien votre facture énergétique va augmenter l'an prochain? Alors l'énergie, ça représente à peu près 10% des charges de fonctionnement d'un centre commercial. Chez nous, les charges moyennes sont à peu près à 35 € du mètre carré, ce qui est très faible, comparable à pas mal d'autres de nos confrères. On a anticipé en fait ces augmentations de prix d'énergie en achetant dès le mois de juin nos besoins jusqu'au premier trimestre 2024. Et du coup, on va avoir une baisse qui devrait être limitée à... une hausse, une hausse de ils sont forts quand même. Non. Une hausse du prix de l'énergie qui devrait être limitée à 1 x 2. Limité à 1 x 2. Oui, limité à 1 x 2. Mais dans certains cas, en fait, on peut être jusqu'à x 7.
dans vous avez limité à l'envolée des prix. x2 Voilà. la facture énergétique Voilà, à peu près. pour vos centres Deux commerciaux. et demi, exactement. On parle sur cette d'électricité, période. on parle d'électricité. Principalement l'électricité, mais le gaz aussi, qui a subi des augmentations, alors moindres. Et donc ça, vous le répercutez, ça? Donc nous, en fait, on refacture les charges. Donc il y a 10% de la facture, enfin 10% des coûts qui augmentent, qui doublent. Exactement. C'est quand même pas rien, quoi. Oui, mais ce qu'on travaille parallèlement, et ça, on l'a travaillé de manière historique, c'est sur une modération, en fait, de l'ensemble des frais de fonctionnement du site. Donc il y a des possibilités, en fait, de mitiger le prix. C'est-à-dire que le prix à consommation égale a été multiplié par 2. Ouais. Par contre, on est engagé aussi dans des mesures de sobriété énergétique en réduisant nos propres consommations, ce qui va limiter, en fait, les accélérations de prix. Et en net, ça limite à combien? On n'a pas les calculs exacts parce qu'il faut voir au fur et à mesure du fonctionnement où est-ce que ça va nous amener. Mais par exemple, on est engagé pleinement dans l'objectif de diminution des consommations de manière globale de 10%, Oui, objectif gouvernemental, exactement. Vous serez dedans? On sera dedans. Comment vous avez fait d'ailleurs? Alors, on a pris des mesures assez simples sur nos sites. En mettant des LED partout, c'est pas juste avec ça. Alors, il y a les modifications des équipements, et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière historique. Il y a aussi une limitation des niveaux de température au chauffage et à la climatisation en fonction des sites. Cet hiver, il fera combien dans les centres commerciaux Mercialys? Donc on est entre 17 et 19 degrés, plutôt 19 degrés parce qu'il faut que la température soit acceptable. Mais on a aussi des systèmes de chauffage qui vont démarrer plus lentement les matins. On se limite à la hausse aussi en matière de climatisation à 26 degrés. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on a des géographies qui sont très disparates puisqu'on opère à La Réunion par exemple. Oui. Et à La Réunion, effectivement, c'est le problème inverse de celui qu'on a en métropole en hiver. Évidemment. 130 millions d'euros pour Mercialys de revenus locatifs sur 9 mois, en hausse de 0,8%. Quand est-ce que vous reviendrez, Vincent Ravat, à 190 millions d'euros de revenus locatifs? C'était le niveau pré-Covid? Alors non, on est plutôt à 170 millions de revenus locatifs. Alors j'ai vu en global 190 millions. 130, ça doit être l'EBITDA, puisque effectivement on a un EBITDA qui est là sur 9 mois, on revient sur le chiffre. Oui, vous êtes sur 9 mois, d'accord. Sur les 9 mois, les revenus locatifs, 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, donc c'est pour une annualisation à 170 millions d'euros. Voilà, et 190, c'était le niveau pré-Covid. Exactement, mais sur 12 mois. Oui, absolument, évidemment. D'où mon idée donc les chiffres étaient bons, juste quand est-ce qu'on revient sur 12 mois, bien sûr, à ce niveau pré-Covid? Alors, la baisse, elle n'est pas liée à une baisse des revenus au mètre carré. La baisse est liée au fait qu'on a réalisé beaucoup d'arbitrage, c'est-à-dire de vente d'actifs dans la période Covid, de manière à protéger notre bilan. On est dans une industrie qui est fortement capitalistique, avec des évolutions de valeur à la baisse. Il était important qu'on limite nos ratios d'endettement sur valeur des actifs, de manière à se donner les capacités de pouvoir continuer à reprendre des investissements. Pour ça, on a trouvé de la liquidité sur le marché, on a réalisé pas mal de cessions. Pour combien sur les 3 dernières années, autour de 400 millions d'euros de sessions. A posteriori, c'était des bons deals, parce qu'on le fait dans l'urgence, parce qu'il y a la crise Covid et qu'il faut renforcer le bilan. Non, c'était une stratégie voulue de recherche de liquidité, puisqu'on avait anticipé dès 2018 une certaine forme de ralentissement. Alors bien sûr, on n'anticipait pas la période Covid, mais on avait anticipé une certaine forme de ralentissement et on avait commencé un programme d'arbitrage qui nous a permis de recentrer notre patrimoine et de solidifier notre bilan. Donc effectivement, ça a affecté la base de revenus, mais pas nos ratios, puisqu'on reste dans des ratios à la fois de rendement d'EBITDA sur chiffre d'affaires très élevé, autour de 83%, mais aussi de distribution de dividendes sur cours sur des niveaux très intéressants. 85 et 95%. On va y revenir juste, on a dit donc Casino est entièrement sorti. Qu'est-ce que ça change maintenant? C'était l'an dernier qu'ils sont, ou cette année d'ailleurs, je ne sais plus. C'est cette année en fait. Cette année, mois d'avril, la sortie complète du capital, effectivement, c'est faite pendant l'été. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça change à la bonne marche de Mercialys? Le fait de ne plus avoir Casino maintenant ça nous a demandé, dans une période d'adaptation, de réinternaliser certaines fonctions qu'on mutualisait avec le groupe Casino. Et donc aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là. Donc on a réinternalisé, on a autonomisé entièrement l'entreprise. Parallèlement à ça, en fait, ça
En termes de stratégie, ça vous ouvre des perspectives aussi, de pouvoir bosser avec plus d'enseignes, je ne sais pas Disons qu'on n'a plus les accords qui étaient des accords exclusifs historiques et par exemple, ça nous a donné la possibilité de diversifier nos ancrages alimentaires sur nos sites, ce qui n'était pas une possibilité historique. Ça nous permet aussi de regarder en dehors du patrimoine propre ou d'un patrimoine qui serait commun avec Casino en matière de développement, de restructuration, de travailler avec des collectivités sur des villes où Casino n'a pas d'intérêt et c'est ce que d'ailleurs on fait déjà depuis quelques années. 3 milliards d'euros de patrimoine, un peu plus, d'actifs pour Mercialys. Il y a des opportunités, il y a des acquisitions, vous avez les moyens bilanciels de pouvoir réaliser des acquisitions. Alors, il y a des opportunités. Oui, alors comme je vous l'ai dit, on a pratiqué une certaine forme d'orthodoxie bilancielle. Vous avez vendu un petit peu là. On a vendu, effectivement, c'est donné des marges de manœuvre de manière à affronter à la fois cette période de difficulté avec la remontée des taux, limiter nos risques. Non, parce que, pour l'instant non, parce qu'on s'est refinancé assez substantiellement 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine, puisqu'on a refinancé 40% de notre dette à 7 ans. Une nez creux, dis donc. Ou un coup de bol. On peut le dire, voilà, où on était bien préparé. En nettoyant, en rachetant l'intégralité de nos souches obligataires, donc toutes les échéances de dette jusqu'à février 2026, donc l'entreprise n'a plus d'échéance de dette jusqu'à février 2026. On a récupéré des financements relativement long terme en augmentant la maturité de la dette. On s'est donné de la place sur le bilan pour effectivement être en position de saisir des opportunités dans un marché où l'augmentation des taux d'intérêt tend les valeurs et donc crée potentiellement des opportunités. Donc vous êtes à l'affût. Exactement, on peut dire ça, ouais. Quel profil, juste, des sites, des centres commerciaux? Nous, on croit beaucoup à l'immobilier commercial de proximité, dans des villes moyennes de taille différentes, sur lesquelles l'intensité concurrentielle est relativement modérée, puisqu'on préfère effectivement opérer dans des milieux où l'intensité concurrentielle est modérée que dans des grandes villes où il y a beaucoup de concurrence. Exactement. Bon, vous distribuez, je l'ai dit, entre 85 et 95% de résultats. C'est la norme du secteur ou c'est vraiment énorme, hein? Je ne me rends pas compte. Alors, déjà, c'est une obligation qui est liée à notre statut de SIC, Société d'immobilier commercial cotée. Nous avons des obligations de distribution de 95% de notre résultat net courant et de 70% des plus-values réalisées sur les cessions. Donc elles ont été nombreuses. Donc effectivement, du coup, on est assez généreux au niveau des dividendes, qui nous oblige à ces distributions. Après, certaines sociétés d'immobilier coté ayant des positions à l'international qui peuvent être différentes, Mercialys n'est présent qu'en France, elles peuvent avoir des obligations légèrement différentes des nôtres. Bon, sur le cours de bourse, j'ai regardé, on est sur Boursorama, 40% de baisse sur 5 ans. On se dit que c'est comme évidemment une forte destruction de valeur. Comment vous l'expliquez? Est-ce que le Covid a bon dos? Est-ce que c'est l'ensemble du secteur qui a touché de la même façon? Est-ce que... Alors, l'ensemble du secteur large d'immobilier global, c'est-à-dire pas seulement commerce, a des décotes aujourd'hui sur cours qui sont très significatives, de l'ordre de 40 à 50% pour la plupart des opérateurs. Dans les purs, quoi. On est malheureusement dans cette moyenne de secteur. Ce qui derrière et paradoxalement garantit des rendements sur dividendes assez conséquents, puisque sur la même période, en fait, on a distribué 8% de rendement sur cours. Donc effectivement, celui qui est rentré a posteriori de cette correction de cours a pu toucher des dividendes significatifs sur la période, avec une pérennité finalement de nos performances économiques très, très bonne sur les 5 dernières années. 10% de hausse depuis le début de l'année pour le cours, il y a un frémissement? Espérons-le. L'avenir nous le dira. Espérons-le. Comment donner envie aux investisseurs qui nous regardent d'acheter? Le flottant est énorme. Vous êtes au-delà de 90% de flottants, donc d'actions qui sont cotées en bourse pour le public. En fait, il faut rappeler les éléments dont j'ai parlé pendant notre échange. D'abord, on a un positionnement qui a été choisi historiquement, mais qui est particulièrement adapté pour la période dans laquelle on entre. C'est-à-dire accessibilité physique, accessibilité économique des produits qu'on propose, sobriété des coûts et de fonctionnement, du coup forte rentabilité. On a aussi une pérennité en fait de notre performance économique sur le long terme
dont personne n'aurait parié, puisque on nous promettait le pire avec la pénétration d'Internet, mais on voit aujourd'hui que finalement cette pénétration a trouvé un plafond. Et donc on a une forme de stabilité des rendements et de distribution qui nous est d'ailleurs imposée par la réglementation SIC, qui permet de garantir un rendement sur cours très intéressant. Donc vous offrez de la visibilité en matière de rendement. Exactement, c'est le métier et c'est ce que les SIC doivent faire et ce pourquoi elles existent. Bon, avec 1 milliard d'euros de market cap, de capitalisation boursière, est-ce que cela fait ou pas de vous une cible potentielle? Alors, ce qui fait quand on a autant de flottants. Voilà, Alors, exactement. Ce qui fait de nous une cible potentielle, c'est plutôt le flottant. Enfin, effectivement, la taille du flottant, par définition, permet à des opérateurs de s'intéresser à nous, ce qui peut effectivement représenter un intérêt spéculatif aussi pour une évolution positive du cours. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être ambitieux et de se développer et de saisir les opportunités. Notre objectif reste centré sur notre logique industrielle, c'est-à-dire qu'on a un positionnement, une exécution et une qualité d'opération qui reste très forte, des résultats qui sont probants et en fait c'est là-dessus qu'on souhaite continuer d'avancer. Voilà, merci de passer nous voir. Merci pour cet entretien. Vincent Ravat, directeur général de Mercialys, donc foncière cotée sur le SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci. Merci.